Allez, on va parler immobilier et on va s'intéresser au crowdfunding en compagnie d'Élodie Souffle. Bonjour Élodie. Bonjour. Vous êtes la DG de Club Funding Asset Management. C'est une société de gestion qui est née de la plateforme Club Funding. Vous pouvez peut-être nous rappeler ce que fait cette plateforme? Oui. Alors Club Funding, c'est une plateforme de financement participatif qui permet aux investisseurs de financer directement en ligne des projets immobiliers au moyen d'obligations simples. On existe depuis 5 ans, on a pu financer 250 millions d'euros de projets à travers à peu près 300 projets. Et on a une grande communauté d'investisseurs qui nous suit depuis 5 ans maintenant. Quel type de projet, par exemple, si on prend un exemple Des projets concret? classiques de promotion, marchand de biens, réhabilitation foncière, principalement en France et puis principalement en Île-de-France. Alors, vous avez décidé en effet de lancer un fonds via une société de gestion que vous pilotez. C'est quoi l'idée derrière? Pourquoi rajouter cette couche? Alors l'idée, il y a 3 raisons principales. La première, c'est que historiquement, en fait, nos investisseurs se connectent à la plateforme et ont accès aujourd'hui à 2 ou 3 projets en ligne, ce qui commence à faire beaucoup de volume. Pour certains, ça leur va très bien, ils font leur allocation des risques et ça se passe très bien. Pour d'autres, ils ont besoin qu'on les accompagne dans cette diversification et nous demandent en fait de leur faire l'allocation des actifs. Donc ça, c'est de là qu'est née l'idée de la société de gestion en disant ok, maintenant on va offrir à nos investisseurs cette notion de mutualisation, de diversification. La deuxième raison, c'est que les investisseurs plus institutionnels, plus professionnels sont de plus en plus intéressés par les projets de crowdfunding parce qu'on sait que le crowdfunding explose, les volumes parlent d'eux-mêmes. Donc les investisseurs plus institutionnels veulent investir mais ne feront pas l'allocation projet par projet. Ils ont besoin d'un fonds, d'un véhicule qui va le faire pour eux. Donc Mettre des plus gros tickets. Mettre des plus gros tickets. Et le troisième argument? C'était de pouvoir offrir à nos entreprises, donc côté sourcing, des financements différents. Parce que là, on offre de l'obligation simple, donc on va pouvoir leur offrir de l'obligation convertible et de l'action. À propos de tickets, pour un particulier qui n'est pas un investisseur institutionnel, du coup, on doit mettre des tickets plus élevés? Alors, sur la plateforme, c'est 1 000 euros. Et sur la société de gestion, ce sera 20 000 euros pour ce premier fonds. D'accord. Pour faire un peu justement de diversification. Voilà. Vous avez l'idée d'aller sur d'autres plateformes aussi, pas que Club Funding, du coup, pas que la vôtre? Alors, pour ce premier fonds, on va aller sur la nôtre. En fait, Club Funding va être notre sourceur principal. Donc, soit on va prendre les projets tout seul sur la société de gestion, soit on va co-investir aux côtés de la plateforme, soit la plateforme va, elle, prendre le projet seule. Peut-être qu'à l'avenir, pour les prochains fonds, on pourrait évidemment se diversifier sur d'autres plateformes ou d'autres apporteurs d'affaires. Ça sera encore plus séduisant, du coup, Exactement. Pour vos investisseurs. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de conflit d'intérêt sur les projets? Est-ce que vous ne serez pas tenté, étant donné que vous êtes jugé parti, de financer les projets sur la plateforme qui ont du mal à trouver des investisseurs? Alors déjà, on est vraiment 2 entités différentes avec 2 équipes de gestion et 2 équipes de direction différentes. Et on a mis en place ce qu'on appelle un comité de préaffectation entre nos 2 entités. Donc lorsque les projets arrivent chez Club Funding, parce que c'est eux qui ont l'expertise et le sourcing, on se pose autour d'une table et on a une grille de critères prédéfinis qui va dire si le projet n'est éligible qu'à la plateforme et pourquoi. Est-ce qu'il est éligible aux 2, auquel cas on va co-investir ensemble et les investisseurs seront logés à la même enseigne pour les 2 entités, ou pourquoi est-ce que ça va à la société de gestion. Et ces critères ont été validés avec l'AMF pour éviter tous ces conflits d'intérêts. Alors forcément, quand on passe par des professionnels, ça coûte un peu plus cher que si on le fait soi-même. Combien ça me coûte si j'investis via votre fonds? Alors, il y a le coût de cette diversification que l'on intègre dans les frais de gestion qui sont de 2,15 par an pour l'investisseur. C'est pour ça que l'on vise un TRI cible net de frais de 7%, qui correspond un peu à notre 10% historique, duquel on défale que ces frais de gestion. Les encours que vous espérez récupérer via ce fonds? Alors, ce fonds a un encours cible de 30 millions d'euros. Donc là, on est en pleine collecte. Le fonds a été ouvert à la souscription en octobre et on espère pouvoir clôturer la collecte cet été. Et le nom du fonds? CFAM1. CFAM1, pour ceux que ça intéresse, on le trouve dans toutes les bonnes crèmeries, j'imagine? Exactement, auprès de beaucoup de distributeurs notamment. Bon. Alors, on a des questions d'internautes qui continuent à nous parvenir. Devons-nous craindre une bulle du crowdfunding immobilier en 2021? Quelques articles dans ce sens dans la presse ont été publiés récemment et vont dans affichent cette idée. C'est une question d'Olivier.
est-ce que vous craignez une bulle? Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'articles dernièrement avec des volumes importants publiés sur le crowdfunding. On parle de 800 millions d'euros en 2020, dont 500 sur la partie immobilière. Alors nous, chez Club Funding et Club Funding Asset Management, on n'a pas ce scénario-là en tête pour plusieurs raisons. Déjà, le crowdfunding s'est beaucoup démocratisé. Déjà auprès des investisseurs, auprès des acteurs immobiliers qui ont besoin de ce financement complémentaire, et les banques aujourd'hui. Les banques sont conscientes que ces financements alternatifs viennent les relayer, en fait, relayer les financements traditionnels. Ensuite, le secteur immobilier est quand même extrêmement porteur. Ça reste une valeur refuge avec plein de belles choses à faire, de la réhabilitation écologique, des investissements sociaux. Il va y avoir des nouveaux usages, du coworking, du co-living. Et puis, avec le nouveau règlement européen, il va y avoir cette notion de passeport du crowdfunding. Donc, on va pouvoir ouvrir les collectes à d'autres pays européens, ce qui peut absorber aussi cette crainte de bulle. Parce que vous affichez donc cet objectif de 10%, ce qui est très élevé, oui. Surtout par les temps qui courent. Et donc, du coup, la question, ça peut être aussi de se dire, est-ce que vous allez toujours arriver à identifier des bons dossiers qui ramènent ce TRI? Oui, alors... Après, je parle sur notre expérience, mais nous, on a un taux de sélection déjà qui n'est que de 3% chez Club Funding. Donc, on ne finance que 3% de ce que l'on reçoit et on ne va que sur des entreprises matures du secteur immobilier. Et souvent, on accompagne des promoteurs dans la durée. C'est des gens qui reviennent chez nous régulièrement. Donc, le sourcing n'est pas une source d'inquiétude pour nous. Et puis, il y a beaucoup de nouveaux besoins dans l'immobilier auxquels il faut répondre. 3%, oui, ça veut dire qu'il y a une grosse sélection à l'entrée. Il y a une très grosse sélection à l'entrée, oui. Les différences, une autre question qui nous arrive de Richard, différences juridiques entre association et crowdfunding, quelles sont-elles? Alors les associations, c'est ce qu'on assimile plutôt au crowd investing. Donc là, vraiment, on participe, on investit aux côtés du promoteur ou du marchand de biens. Nous, c'est un petit peu un mix dans le fond, puisqu'on va à la fois avoir de la dette en obligation, mais on va également être partenaire de certains de nos promoteurs et marchands de biens. On va pouvoir faire cette association. Et puis, on va prendre une dernière question de Jean-François, intéressé par le crowdfunding. Que valent les garanties? Alors, je ne sais pas ce qu'il met derrière les garanties, mais... Alors, c'est vrai que lorsque l'on finance un projet, on met plusieurs verrous de sécurité, comme on appelle ça. Donc, il y a la sélection dont je vous ai parlé, et il y a ce qu'on appelle le scoring. Donc, à chaque fois qu'on va financer un promoteur ou un marchand de biens, on va évaluer sa rentabilité, sa performance, et on va mettre en place des garanties pour pouvoir faire face à un défaut, dans le cas d'un défaut ou d'un retard, qui doivent être suffisantes d'un point de vue juridique et d'un point de vue financier. Ça peut être des hypothèques, des nantissements de compte courant, des nantissements de compte titre, des garanties personnelles. Il y a plein de créativité possible dans les garanties, mais elles valent quelque chose puisqu'elles sont là pour essayer de maîtriser ce risque. Et sur les 300 projets que vous avez accompagnés dans votre histoire, est-ce qu'il y a déjà eu des besoin de les activer? Non, nous n'avons pas de défaut à ce jour à constater. Nous en sommes très fiers. Bon, bah écoutez, on touche du bois, hein, on souhaite que Exactement. ça continue. Merci beaucoup, Élodie, de nous avoir présenté ce fonds. On rappelle son nom, CFAM. Voilà. Merci. Parce CFAM 1, il y en aura d'autres, oui. Il y en aura d'autres. Parce qu'il faudra peut-être dire d'un mot, hein, c'est des durées assez courtes. Tout à fait. Alors, ce fonds a une durée de 3 ans, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé. On a fait ce choix d'un fonds très court pour répondre à nos investisseurs qui ont envie d'un horizon court. Donc, la société de gestion va lancer plusieurs fonds. Donc, au bout de 3 ans, je récupère mon argent. Exactement, vous récupérez, que vous pourrez réinvestir dans un nouveau fonds qui va déjà être en préparation. Et la fiscalité, la flat tax. La flat tax, et il est éligible au PEA-PME et à l'assurance vie. Merci Élodie, vous viendrez nous raconter la suite de l'aventure.